Et coucou tout le monde, une petite introduction aujourd'hui, on est rentré de Bologne seulement hier, j'ai la voix qui est défoncée, la clim de tous les trucs où on est allé m'a juste flingué, et du coup je vais faire une vidéo aujourd'hui qui sera un peu plus chill au niveau de la voix je pense. En tout cas je voulais surtout vous parler, et hop je me décale pour vous montrer ceci, c'est donc l'image de la Lyon Cup qui aura lieu les 7 et 8 septembre à Lyon évidemment, un événement de 400 joueurs avec donc des side events, des stands, plein de trucs intéressants à voir. Avec une passe de 30 euros, avec des prix de participation, il y a des boosters, pas mal de lots à récupérer bien évidemment. En petit bonus, vous aurez des cartes promo chapitre 5 offertes à chaque participant durant l'événement. Et en plus, les 200 premiers inscrits, il reste peu de place avant les 200 de mémoire, bah justement, ils ont aussi une tombola rien que pour eux avec des boosters chapitre 1 First Print à récupérer. Donc n'hésitez pas à vous inscrire très très vite, les liens seront évidemment en commentaire de la vidéo. Et en plus de ça, donc comme vous voyez, on aura aussi un artiste sur place capable de faire donc de la peinture sur les cartes afin de donner des trucs tout simplement magnifiques. On y sera présent. Je suis désolé, on y sera présent du coup avec Romuald et Chicha de la Mulligan Up TV en tant que commentateur pour commenter tout ça. Mais on aura aussi Astien de Production 100B, le fameux régisseur qui nous accompagne depuis maintenant un certain temps. On va vous faire un truc aux petits oignons, vraiment le but ça va être d'avoir une qualité très très pro. Donc on va vous donner vraiment du beau jeu et un beau stream. J'espère que ça vous plaira et en tout cas je vous dis à bientôt, que vous soyez sur place ou en live. Et bonjour à toutes et à tous, ici c'est Ketal, on est là pour de nouvelles vidéos sur l'Orcana. Le tournoi de Bologne est derrière nous, il y aura évidemment pas mal de choses à dire. Sachez, j'ai oublié d'en parler en introduction, mais qu'il y aura un stream ce mercredi soir, donc dans très peu de temps quand je ferai la vidéo. Mercredi soir, je sais pas encore précis, je vous redonne ça sur les différents réseaux, mais ça sera sûrement aux alentours de 20h30 ou 21h, où nous allons un peu parler de tout ce qui s'est passé à Bologne et surtout parler des finalistes francophones. J'ai fait une invitation à ces derniers pour peut-être qu'on puisse en parler ensemble en live. Je sais que l'un d'entre eux m'a répondu, le deuxième m'a répondu, le deuxième je sais pas encore s'il sera dispo ou pas. Donc je vous donne pas plus d'infos que ça pour le moment, il faudra venir le soir même pour voir ça. Mais donc gros stream, récap de Bologne, commentaires des games de demi-finale et de finale ou que de la finale, bref. On verra tout ça, c'est pas encore tout vraiment fixé, on va le faire justement après la vidéo, là je parle aux gens, tout ça. Mais donc voilà, ça va être très intéressant. En attendant, nous sommes pas là pour ça, nous sommes là bien évidemment pour parler du chapitre 5. Vendredi soir commenceront les avant-premières où il y aura moult tournois scellés dans toute la France, dans toutes les boutiques, et du coup, je suis là comme d'habitude pour vous donner les conseils pour le draft. Alors, au niveau des conseils habituels, je vais vous ressortir les 5 conseils que je donne à chaque fois. Et après, on va parler des cartes. J'en ai sélectionné 2 par encre. Des fois, c'était un peu dur, des fois, c'était plutôt simple. Donc, on va voir un peu tout ce qu'il y aura d'intéressant. Donc, les conseils généraux. Premier conseil. Dans votre deck de 40 cartes, il ne faut pas mettre plus de 9 non ancrables. Pourquoi? Tout simplement parce que vous allez avoir un deck de 40 cartes. Normalement, quand on joue en compétitif, on peut monter à bien plus de non ancrables. Même en ratio, si jamais on prend 9 pour 40, ça ferait 12 pour 60. Sauf qu'en deck compétitif, on a beaucoup plus de pioches et donc de moyens de trouver des cartes ancrables et de trouver des trucs à jouer. Ici, si vous chopez un deck avec un peu trop non ancrables, vous risquez d'avoir trop de non ancrables en main, de ne pas pouvoir ancrer vos cartes, et du coup vos cartes un peu chères qui seront les meilleures et les plus intéressantes de vos decks, bah malheureusement ne marcheront pas. Donc attention au nombre de cartes non ancrables. Deuxième conseil, la pioche c'est auto-inclus. Dès que vous avez une carte où c'est écrit pioche, vous la mettez. J'exagère un petit peu le trait, évidemment certaines cartes la pioche est beaucoup trop conditionnelle, mais l'idée générale c'est que vraiment tout ce qui inclut de la pioche est vraiment fort en scellé parce qu'il y en a peu dans les decks, et donc si vous arrivez à piocher plus de cartes que votre adversaire, en général, ça va quand même vouloir dire que vous allez réussir à aller plus loin que lui dans la partie, et donc en cas de trade sur le board, bah vous aurez vous des personnages sur le board à la fin et pas lui. Troisième conseil, les cartes à 7 ou plus, ça dégage, surtout si c'est non ancrable. 7 c'est vraiment un coût trop cher, faut vraiment que la carte soit incroyable pour jouer des cartes à 7. Et de manière générale, bah du coup ce sont des cartes qui sont pas jouées, sauf s'il y a des effets très particuliers, on en reparlera. Mais 7 ou plus c'est trop cher, imaginez qu'en fait dans l'Orcana, vu que vous commencez avec 7 cartes en main, si vous mettez 7 encres, bah en fait vous allez juste jouer une carte par tour, et après vous ferez rien de plus. Et du coup ça peut rendre des choses très compliquées. Et encore, le 7 cartes par tour, c'est si vous êtes deuxième joueur. Si vous êtes premier joueur, si vous mettez 7 cartes en encre, il y a un tour, vous allez rien jouer à partir du tour 7. Parce que vous allez faire une encre, une carte, une encre, une carte, une encre, une carte. L'idée c'est que vous dépensez 2 cartes par tour. Bah, si vous commencez avec 7 cartes, vous durez 7 tours. Si vous commencez avec 6 cartes, vous durez 6 tours.
Donc voilà, faut faire attention à tout ça. Autre conseil numéro 4, les insaisissables font gagner des parties. Clairement, les personnages insaisissables sont super importants et avoir de la gestion de personnages insaisissables est super important aussi. La meilleure gestion des insaisissables, c'est d'avoir soi-même ses propres insaisissables, comme ça si l'adversaire n'en a pas, vous gagnez de votre côté. Mais sinon, en dehors de ça, il faut prévoir des personnages qui ont insaisissables que pendant votre tour, ou des dégâts, ou du bannissement, bref, des effets qui vont permettre de gérer ce genre de choses-là, parce que sinon, vous allez vraiment prendre beaucoup trop cher, malheureusement, si l'adversaire peut faire un ou deux de l'or par tour de manière complètement tranquille, ça risque d'être risqué pour vous. Et le dernier conseil, le 5e conseil, c'est tout simplement d'avoir le plus de cartes possible à 5 ou à 6. Pourquoi? Parce que dans ce mode de jeu, encore une fois, vous piochez peu. Vous êtes très vite ce qu'on appelle top deck. Donc vous piochez une carte et vous la jouez. Et donc dans ce genre de cas, on préfère clairement piocher des cartes chères qui sont fortes que piocher des cartes pas chères qui sont pas fortes. Donc il faut essayer d'entrer le plus de cartes possible à 5 et au 6 qui sont efficaces, afin qu'en fin de partie, quand vous allez piocher une carte par tour, que la carte soit vraiment impactante et pas que ce soit juste un petit personnage à 1 ou à 2 qui ne servent pas à grand chose. En général, il faut essayer d'avoir 4 personnages à 1, 5 ou 6 personnages à 2, plus de personnages à 3, et après 4, 5, 6, là vous pouvez blinder comme pas possible. En sachant que évidemment les cartes de type, les cartes de type action, les objets, les lieux, etc. c'est encore des choses différentes. Il faut vraiment avoir des personnages en début de partie parce que sinon il y a des personnages adverses qui pourraient faire beaucoup trop de lore, beaucoup trop de choses, et vous rendre la vie difficile. Donc voilà au niveau des conseils. Maintenant parlons un petit peu des cartes. Alors les cartes, je rappelle un peu les 2 règles que je me donne quand je fais justement ce genre de vidéo. La première règle, c'est que je ne mets jamais de super rare ou de légendaire. Le but c'est pas de vous dire ah là là, si vous avez la légendaire craquée, oh vous êtes trop bien. On n'est pas là pour ça, le but c'est de donner des conseils au plus de gens possible, comment optimiser son draft avec ce que vous avez, donc des cartes moins rares que ça. Le deuxième conseil, c'est que je ne vais pas donner de cartes qui sont trop obvious, qui sont trop faciles à deviner. Genre des cartes qui vont faire beaucoup de pioches, ou des cartes insaisissables, ou des trucs comme ça. Je ne vais pas en parler parce que pour moi, donc, au vu des conseils qu'on vient de dire, justement, ce sont des cartes que vous allez rentrer en tous les cas. On est ici pour essayer de vous donner des cartes qui pourraient paraître nulles, mais qui en fait sont super intéressantes. Attention, bien évidemment, les trucs que je dis là à l'instant, ou les conseils au-dessus, des fois on va un peu les... ne pas les appliquer pour certaines cartes. On va voir ça tout de suite avec la première carte Ambre, invité au bal. On révèle les 2 cartes du dessus de nos decks, puis on met la carte révélée. N'importe quoi, oh je suis fatigué, je suis désolé. On révèle les 2 cartes, en plus j'avais fait la même erreur quand j'ai parlé de la carte durant les reveals, c'est incroyable. On révèle les 2 cartes du dessus du deck, paf, on a 2 cartes. Tous les personnages vont dans notre main, le reste va en dessous du deck dans n'importe quel land. Pourquoi cette carte est intéressante? Parce qu'en fait, en CD en général, on a beaucoup d'objets. On a facilement... on a beaucoup de personnages. On a facilement, en général, 30 personnages et 10 cartes d'autres types. Et du coup, invité au bal, ça fait quand même de grandes chances de pouvoir, pour 2, choper 2 cartes de personnages qui seront jouables derrière. Donc c'est une carte vraiment pas mal à ce niveau-là. Donc... pas grand chose de plus à dire, ça fait un petit peu de carte d'advantage, vous pouvez avoir plus de personnages, donc prendre du board, donc remporter la partie derrière. Des fois ça fera un seul personnage, auquel cas c'est une carte qui se remplace, certes vous perdez un peu de tempo mais bon c'est pas si pire, au pire vous la gardez pour les derniers tours, quand vous allez jouer un personnage pas cher et vous pourrez compléter avec invité au bal, c'est pas une carte qu'il faut jouer tour 2 ça, attention, c'est une carte à 2 mais c'est pas une carte qu'il faut jouer tour 2, c'est une carte qu'il faut glisser dans la partie quand vous avez un peu de tempo. Et donc voilà, clairement, en fin de partie, vous piochez 2 personnages, vous pouvez avoir donc de la longévité, un peu plus de choix sur le personnage que vous pouvez jouer, etc. Deuxième carte, du coup, ça va être le Healing Decanter. Tout simplement, un objet pour 2 ancrables qui, à chaque tour, peut s'incliner pour enlever jusqu'à 2 dégâts d'un personnage choisi. Ce qui est très fort avec cette carte, c'est que si vous arrivez à prendre des trades où le personnage reste en vie, ou si on va vous attaquer des fois, vous pouvez vous soigner. Et ça, mine de rien, c'est quand même assez intéressant. Surtout si l'adversaire commence à envoyer des personnages qui font beaucoup de lore à l'aventure et que vous avez les moyens de les gérer, mais que vous n'avez pas que votre personnage fasse gérer à son tour derrière, mine de rien, le décanteur c'est super fort. Sur les personnages qui ont des effets, quand ils font des défis ou quand ils bannissent des personnages adverses, c'est encore plus fort parce que vous allez pouvoir faire votre trade, le soigner et pouvoir le réutiliser derrière, ou en tout cas, il y a moins de chances qu'il se fasse bannir. Donc je trouve que c'est une carte très intéressante à avoir, clairement. Un truc pour 2 qui d'ailleurs soigne de 2 à chaque tour. On aime quand même pas mal en général, je pense. On enchaîne avec les cartes améthystes et on va évidemment prendre Gale. Pourquoi Gale, l'esprit du vent? Tout simplement parce que pour 3, une 1-2 de l'or, ça paraît pas ouf. Mais vu qu'à chaque fois qu'il est banni dans un défi, il remonte en main, c'est super fort. C'est certes, l'adversaire va prendre le board facilement, parce que pour 3, une 1-2, il y a plein de choses qui peuvent le bannir. Mais vous le remontez en main, vous pouvez le reposer. Vous ne manquerez jamais de l'or. Si vous jouez 10 fois Gale et que vous l'inclinez 10 fois, ça va faire 10 fois de l'or. Alors ça prendra beaucoup de temps certes,
Mais vous ne serez jamais à court de choses, et encore une fois, la pioche est tellement importante dans le jeu que avoir une carte qui vient toujours en main, soit vous pourrez l'ancrer un moment pour faire autre chose, soit tout simplement c'est du 2 de l'or à chaque tour, et mine de rien, au bout d'un moment, ça commence à faire beaucoup. Donc Gale, carte très intéressante à avoir, de manière générale, de toute façon les cartes qui remontent en main, c'est toujours fort dans ce format. La deuxième carte, je triche un peu, c'est la couronne, la fameuse Exwell, donc de machin sort. Ah, j'ai encore oublié. Et dans la vidéo de révélation, j'avais oublié aussi, et après je m'en suis souvenu, et là j'ai oublié, évidemment. Pour 6 non ancrables, ça paraît très cher, mais en fait, c'est une carte qui va vous permettre de gagner votre endgame. Vous posez ce système à 6, certes vous allez perdre un peu de tempo, mais derrière vous allez pouvoir piocher pour 2 et jouer des cartes derrière, et donc évidemment c'est super fort. Vous allez donc piocher en général 2 cartes par tour, vous allez pouvoir mettre un peu plus d'encre et donc commencer à jouer des cartes tout en piochant en plus. Et au cas où, vous pouvez aussi incliner les personnages adverses en défaussant une carte. Et du coup, ça vous permettra potentiellement de gérer le personnage adverse qui vient d'arriver. Typiquement, vous êtes en train de reprendre le board, mais l'adversaire il est à 17, il pioche un personnage à 3 de l'or. Vous pourriez le gérer, mais il est debout, donc vous pouvez rien faire, vous allez perdre. Bah voilà, vous piochez votre carte de début de tour, vous l'inclinez le Exwell Crown, vous payez 2, vous défaussez votre carte, vous inclinez le personnage adverse et vous pouvez continuer la partie en gardant le board. L'effet est vraiment très intéressant, mais ça arrive très tard. C'est pour ça qu'on construit, c'est vraiment très nul. Mais là, vu que les games durent très longtemps, vous avez vraiment plus de chances de pouvoir vous en servir. Et donc, je pense que c'est une carte très intéressante en scellé pour le coup. Ensuite, les cartes émeraude. Alors là, j'ai pris des cartes un peu particulières. Pour 4, pour les hommes, you're welcome en anglais, vous pouvez incliner un personnage qui coûte plus. Bref, c'est une chanson, vous avez compris l'idée. Et surtout, vous pouvez choisir un personnage, un objet ou un lieu, le mélanger dans la pioche de son propriétaire, et ce genre pioche 2 cartes. Alors, ça peut vous permettre de vous sauver votre partie, le tour où il faut, et d'enlever la grosse menace adverse, qui est vraiment très embêtante. Mais vous faites piocher 2 cartes, certes c'est un immense défaut pour la carte, mais en même temps vous gérez n'importe quoi. Donc ça c'est vraiment très fort. Typiquement, bah voilà, il y a un évasif vraiment impossible, une carte ultra pétée. Vous l'enlevez, l'adversaire pioche 2 cartes, certes, mais vous avez de nouveau peut-être la tempo ou le board, voire même vous pouvez gagner la partie. Autre possibilité, bah, vous choisissez un de vos personnages, un de vos objets ou un de vos lieux qui vient de partir à l'aventure, voilà, qui est plus intéressant, un truc à 1, un truc où vraiment ça fait pas grand chose, où vous n'arrivez pas à utiliser depuis le début de la partie, et vous utilisez ça pour piocher 2 cartes derrière pour avoir de nouvelles solutions. C'est une carte que je trouve assez versatile en scellé et qui, à mes yeux, peut faire pas mal de choses intéressantes. Et au pire vous l'ancrez. Donc c'est toujours intéressant pour les hommes. À côté de ça, on a le Robin des Bois. Et en fait, pourquoi le Robin des Bois il est fort? Parce que ce personnage, il coûte 1 de moins par dommage sur les personnages adverses, et pas par personnage adverse endommagé, non, par dommage. Donc si jamais l'adversaire envoie ses personnages à l'aventure en se disant « Haha, de toute façon, tu peux pas me le gérer », bah, si vous arrivez à mettre 4 dégâts, c'est un personnage qui coûte 4, et pour 4, hors d'atteinte, 4 de l'or, 6, c'est ultra compliqué à gérer. À elle seule, elle peut complètement gagner la game. Heureusement, elle n'est pas insaisissable, parce que ça aurait été vraiment très fort. Mais là, tel quel, c'est vraiment un très bon personnage, il faut juste à peu près... gérer l'adversaire. Et autre chose que vous pouvez faire aussi, c'est tout simplement envoyer vos personnages à l'aventure, laisser l'adversaire prendre des trades optimaux avec des personnages qui seront blessés mais pas bannis, et du coup vous pourrez poser votre Robin des Bois plus facilement. Donc vraiment, carte très intéressante parce que malgré son coût 9, parmi les personnages qui coûtent 9 et qui se réduisent, je pense que c'est une de celles qui serait les plus faciles à jouer dans ce format. On enchaîne avec Glimmer vs Glimmer. Alors en rouge, en vrai, il y avait plusieurs choix et j'ai vraiment du mal à choisir. J'ai choisi Glimmer versus Glimmer. Pourquoi? Parce que, comme on vient d'en parler, il y a des cartes des fois qui sont trop compliquées à gérer, et du coup avoir un moyen de la bannir direct, c'est non seulement un moyen de sauver votre partie au moment où l'adversaire est à 19 et qui top deck un personnage, et l'autre intérêt, c'est de pouvoir enlever les personnages vraiment trop forts de ce format. Certes, vous devez bannir un de vos propres personnages, et c'est embêtant, mais vous avez souvent en scellé des personnages à 1, à 2, qui font plus grand chose, qui n'arrivent pas à être utilisés. Et donc du coup, certes, vous utilisez 2 cartes pour en gérer une. En général, on veut pas ça du tout, en scellé, on veut plutôt l'inverse. Mais là, l'avantage quand même, c'est qu'on peut gérer n'importe quel personnage, et donc on aime plutôt bien, parce qu'il y a des personnages, des fois, on aimerait bien pouvoir claquer 2 cartes pour les gérer, parce que sinon ils vont gagner la game. Et la deuxième carte que j'ai choisie, c'est tout simplement Snowana Rainbow pour 3 non ancrables, 2, 4, 1 de l'or. En fait, pourquoi elle est intéressante? Parce que c'est un personnage avec charge, tour 3. Et pourquoi c'est intéressant? Tous ceux qui ont joué Peter Pan charge évasif au chapitre précédent comprennent pourquoi c'est très fort. Tout simplement parce que c'est un personnage qui va aller attaquer un personnage adverse au tour 3, donc un tour 1 ou un tour 2 qui s'est incliné et qui s'est dit « Ah, c'est bon, je suis tranquille ». Et ben non, paf, t'envoies ça au tour 3. Tu fais 2 dégâts, en général ça va bannir pas mal de personnages, et derrière tu as 4 de vie, donc tu restes en vie, tu pourras peut-être faire d'autres choses, etc. Si l'adversaire t'attaque, bah, il va prendre 2, et donc potentiellement son deuxième personnage sera banni, ou alors il sera endommagé, et tu pourras envoyer un autre personnage derrière pour finir le travail, ou il sera endommagé pour prévoir ton Robin des Bois.
Mais donc voilà, il y a des trucs à faire clairement avec Snowana. Donc j'aime plutôt bien l'idée, je dois avouer. Je la trouve plutôt sympa. J'avais hésité avec l'objet qui dit que tu gagnes. Enfin, tu fais perdre du lore et t'en gagnes autant si t'as le personnage avec plus de force à table. Mais c'est vraiment trop dépendant de ce que tu pioches. Donc je peux pas le conseiller à 100%. Quoi. Alors qu'elle, je pense que dans tous les decks, elle est intéressante. On continue avec le saphir. Et là, alors là, en saphir, pour être honnête, il n'y avait pas beaucoup de cartes qui étaient si fortes que ça. Donc j'ai proposé le shérif de Nottingham. Pour 9 non ancrable, c'est une 5-9 4 de l'or avec soutien. Et elle coûte 1 de moins par objet. Donc le problème de cette carte, c'est qu'il faut avoir beaucoup d'objets. Mais mine de rien, il y a beaucoup d'objets qui sont pas si mauvais que ça dans ce format. Pas mal d'objets qui sont intéressants. Et donc si vous arrivez à en jouer quelques-uns, c'est-à-dire que le personnage peut coûter 5 ou 6. Et mine de rien, pour 5 ou 6, ce personnage-là vous fera gagner la partie. Alors que mon chat se met à miauler, j'espère que vous l'entendez pas trop, que ça vous dérangera pas trop. Mais donc 5, 9, 4 de l'or, c'est vraiment incroyable si vous arrivez à l'avoir pour 5 ou 6. Donc il faut avoir 3 ou 4 objets dans votre deck et les piocher. C'est pas si simple, c'est pour ça que clairement lui je le mets, mais avec d'immenses pincettes. A côté de ça, nous avons Cusco pour 6 ancrables, 3-5 de l'or. Déjà quand on le joue, on peut mettre un objet ou un lieu depuis le jeu, enfin depuis de n'importe quel joueur, depuis le jeu, dans l'encrier de son joueur, incliné et face cachée. Donc déjà l'intérêt c'est que pour 6, vous mettez un personnage qui gère un objet. Et donc, déjà, tour 6, l'avantage entre guillemets, c'est que si vous mettez plus d'encre à l'adversaire, c'est pas forcément grave. Si vous arrivez au moment où vous êtes top deck, l'adversaire, il va de toute façon avoir les encres qu'il lui faut, et donc il va juste avoir une encre en plus, mais ça ne changera pas au fait qu'il va piocher une carte par tour, jouer une carte par tour. Donc ça, c'est pas trop gênant. Au pire, vous pouvez le faire sur vous-même si vous avez une grosse carte à jouer derrière, ça peut toujours être intéressant. Si votre objet a déjà fait son taf, ou s'il n'y a plus besoin, ou un personnage à 1 ou un 2 qui fait plus grand chose. Et son vrai effet très intéressant, c'est que pour 4, vous pouvez donner résistance 1 jusqu'au début du prochain tour à tous vos autres personnages. Ça, c'est super fort parce que du coup, vous pouvez envoyer tout votre board à l'aventure et il va être très dur à gérer pour l'adversaire. Ou alors, vous allez envoyer tout votre board sur le board adverse pour faire des trades et votre board va plus facilement rester en vie. Ça, c'est une capa vraiment très très forte de donner résistance 1 à tous les autres personnages. C'est un peu comme Big Ben du chapitre précédent. Mais voilà, vraiment, Cusco, très bon personnage. Non seulement il gère les objets et les lieux qui pourraient être embêtants, mais en plus, il peut vous aider à garder votre board. À côté de ça, il a 5 de vie et 2 de l'or, donc il n'est pas si facile que ça à gérer pour un personnage à 6 non plus. Vraiment, Cusco, très intéressant pour le coup. C'est une super rare, je sais, j'ai triché. Bon, vraiment, en bleu, il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent. Pour du draft, cependant, parce qu'en dehors du draft, oh là là. Le problème, c'est qu'en bleu, il y avait plein de cartes qui jouaient sur les objets ou les lieux, et du coup, c'est compliqué de trouver des cartes qui sont bonnes en draft, parce que c'est pas le type de carte que tu veux jouer le plus souvent. On continue avec la dernière couleur, l'acier. Et l'acier, bah déjà on commence pour 4 non ancrables, l'armure de plate. On l'incline pour donner résistance plus d'un personnage au début de son prochain tour. Carte incroyable parce que vous pouvez envoyer des personnages avec du lore à l'aventure. Ils vont être très durs à gérer pour l'adversaire. Il va devoir envoyer plusieurs personnages, donc c'est super embêtant. Et à côté de ça, l'autre avantage, c'est que vous pouvez vous-même envoyer un personnage avec des effets quand il est banni ou des trucs comme ça. Attaquer le board adverse avec résistance plus 2, ça fait des trucs tout simplement incroyables. Donc, excellente carte que cette armure de plate, je trouve. Même si c'est un objet. Et la dernière carte, qui est peut-être pour moi une des plus fortes de ce format. En tout cas, ouais, enfin, ça dépend de plein de trucs, mais elle est vraiment très très forte. Il y a des trucs plus forts, mais bon. Celle-là, elle est un peu sous-estimée, je pense. C'est tout simplement Doc. Je sais, je dis pas de carte de pioche, mais là, quand même, c'est incroyable parce que c'est pas juste de la pioche toute simple. C'est pas Finder's Keepers qui, pour 5, pioche 3 cartes et c'est méga balèze. Là, c'est un personnage pour 2, tu peux le jouer, mais tu vas pas le jouer tour 2 en fait, tu vas le jouer plus tard dans la partie. C'est une 1-3, 1 de l'or, et en fait, quand on joue ce personnage, on peut défausser notre main pour piocher 2 cartes. Donc, ce personnage-là, quand tu le joues et que c'est ta dernière carte en main, tu pioches 2 cartes derrière, et en plus, c'est une 1-3, 1 de l'or. Donc, c'est en fin de partie, mes amis de l'au-delà, pour 1 de moins, et en plus, tu as une 1-3, 1 de l'or sur le board. C'est vraiment super fort en draft, encore une fois un format où on finit très souvent top deck avec peu de cartes en main. Et donc tout simplement Doc, carte incroyable que je recommande vivement dans les decks. Et donc voilà pour nous, vidéo plus courte que d'habitude, en même temps il n'y avait pas grand chose à dire, enfin pas grand chose, il y a des choses à dire, mais c'est pas une vidéo où on analyse 40 cartes quoi. N'oubliez pas donc mercredi soir, gros live, début septembre, gros tournoi à Lyon. Inscrivez-vous vite avant que les 200 premières places soient prises. Et inscrivez-vous quand même, comme ça on aura le nombre de personnes, etc. On pourra tout bien organiser, tout bien nickel et tout. Vous allez voir, ça va être incroyable. Et autre argument, évidemment, c'est tout simplement que, mine de rien, ce tournoi va se dérouler au chapitre 4. Et donc ça fera un excellent entraînement pour Birmingham. N'oubliez pas, les entraînements, c'est important. Sur ce, je vous fais de gros bisous. On se dit à très vite pour les prochaines vidéos qui vont arriver début de set. Vous avez l'habitude, les cartes à surveiller, tout ça. On a encore des choses à se dire sur le 7.5 avant qu'il commence pour de vrai et qu'on puisse faire des vidéos un peu plus tranquilles pour le reste du mois.
Gros bisous à tous. Ciao. On est à seulement 2 jours de la sortie officielle du 7h et à 10 jours du Lordscana Challenge. Alila perd son paroxysme, j'espère que vous êtes